Toujours, je pense, des gens qui respectent pas la limitation des 30 km/h. Mais je pense que oui, je pense que c'est une bonne chose. Je trouve qu'auprès des écoles, c'est bien, c'est formidable. Ça évite des accidents graves peut-être. C'est difficile à respecter, c'est facile à verbaliser. Rouler à 30 km/h dans les villes, cela fait grincer les dents de certains automobilistes et pourtant, l'idée gagne du terrain depuis une dizaine d'années pour limiter la gravité des accidents et apaiser les agglomérations. Alors pourquoi de nouvelles villes, y compris en Bretagne, adoptent la mesure et comment est-elle reçue par la population ? C'est notre focus de ce jeudi 13 mars. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. En 2015, la loi NOTRe a donné la possibilité de réduire la vitesse autorisée à moins de 50 km/h sur toute une ville. En France, aujourd'hui, plus de 440 agglomérations ont généralisé la vitesse à 30 km/h, dont au moins une cinquantaine en Bretagne depuis 2018, d'après le site ville30.org. À Lorient, on roule à 30 depuis presque 10 ans, mais au relais Queyruon, dans le Finistère, la mesure a seulement 2 mois. Éclairage avec Adrien Paquier. Lever le pied pour limiter sa vitesse à 30 km/h, c'est encore laborieux pour les automobilistes. Rouler à 30 dans l'agglomération, il y a des zones 30, je sais qu'à chaque fois c'est un effort de le respecter. 30 c'est pas beaucoup, hein. Pourtant, les agglomérations tentent de plus en plus à généraliser les zones 30 ou à passer intégralement leur ville à cette stricte limitation. Fin janvier, le relais Queyruon dans le Finistère a franchi ce cap et a été labellisé Ville 30. Nous sommes passés de 65% de la ville à 95% de son réseau à 30 km/h. Et l'objectif était évidemment des objectifs de sécurité. On a été accompagné par les services de Brest Métropole qui, eux, ont regardé la cohérence, la faisabilité et derrière une phase opérationnelle avec les marquages routiers. Et il y a aussi une phase qui est un avantage, en fait c'est aussi une pollution visuelle en moins, c'est qu'en fait on enlève beaucoup de signalétique. Parce que comme on est à 30 de façon générale, on libère des trottoirs, c'est des poteaux, des mâts en moins un peu partout. Rouler à 30 km/h est l'un des combats menés par l'association Prévention routière qui milite pour cette généralisation dans toutes les agglomérations. Déjà, ça permet de réduire le nombre et la gravité des accidents, puisqu'on sait que quand on réduit sa vitesse, on augmente son champ de vision et on diminue sa distance de freinage. On sait aussi qu'un accident à 30 km/h, on a 10% de risque d'être tué, alors que si on est à 50 km/h, on passe à 80% de risque d'être tué. Labellisée ville prudente par l'association Prévention routière, Lorient est l'une des premières villes françaises à opérer ce changement il y a 10 ans, un bilan qui est aujourd'hui positif. On a constaté vraiment dans nos chiffres une baisse flagrante des accidents de circulation, une baisse des blessés aussi lors des accidents. On a eu quasiment la moitié moins de victimes, de blessés hospitalisés. On est passé de 15 blessés hospitalisés en 2019 à 8 en 2023. Si les signes sont encourageants, la prévention est encore de rigueur avec des radars pédagogiques. Pensez néanmoins à lever le pied. Un dépassement de la vitesse peut vous valoir 138 € d'amende et le retrait d'un point sur votre permis. On l'a entendu, la mesure est plébiscitée par les communes pour lutter contre les accidents, mais c'est aussi une manière de repenser la ville pour accorder plus de place aux piétons, aux mobilités douces. On écoute à ce sujet Benoît Hiron, spécialiste mobilité au CEREMA, l'expert public d'aménagement du territoire et de l'environnement. Je vais avoir un cercle vertueux qui peut s'installer. Comme je vais avoir des gens qui vont basculer de la voiture vers un autre mode de déplacement qui prend moins de place, comme la marche et le vélo pour les courtes distances, je vais pouvoir redistribuer mon espace public. Donc, je vais pouvoir supprimer certaines places de stationnement. Je vais pouvoir supprimer un certain nombre de voies de circulation. Ces espaces, je peux les redistribuer aux cyclistes, je peux les redistribuer aux piétons, mais je peux aussi faire ce qu'on appelle, c'est un drôle de mot, renaturer la ville, c'est-à-dire remettre des espaces verts, ce qui, dans les périodes de chaleur, va me faire des espace beaucoup plus agréable pour tout le monde, mais aussi je vais pouvoir désimperméabiliser, donc gérer les problèmes de quantité d'eau qui arrivent en permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol, ce qui est beaucoup plus compliqué lorsque j'ai tout mis en bitume. Chaque mesure que je vais prendre va s'ajouter et va faciliter les autres mesures. À présent, les activités de l'Ifremer perturbées par les politiques de Donald Trump. Les communications entre les chercheurs de l'Institut de recherche basé à Brest et leurs homologues américains sont compliquées depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Les chercheurs de la NOAA, qui est l'équivalent américain d'un mix de l'Ifremer et de Météo France, doivent par exemple obtenir l'autorisation de leur hiérarchie avant d'échanger avec le Centre de recherche français. La posture anti-science de Donald Trump menacerait par ailleurs certains programmes de recherche internationaux comme Argo.
Ce sont des balises dispersées à travers le monde qui permettent de surveiller en temps réel l'état de santé des océans. Et L214, de retour dans les Côtes d'Armor, a révélé ce jeudi des images de maltraitance dans 8 élevages porcins bretons. Tournées en octobre et en novembre, les images de truies encagées et de cadavres de porcelets concernent des exploitations qui fournissent l'enseigne Leclerc. Le géant de la distribution a annoncé vérifier ces informations et prendre des mesures en conséquence. Et de son côté, l'interprofession Inapor dénonce une mise en scène et un harcèlement systématique du secteur porcin. 8 plaintes ont été déposées par L214 et une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Malo. Et la fonderie de Bretagne pourrait devenir le premier producteur français d'obus d'ici quelques semaines. Au lendemain de la décision du tribunal de commerce de Rennes de prolonger la période d'observation de l'entreprise, un CSE extraordinaire s'est tenu en présence du PDG d'Europlasma, le favori à la reprise du site de Caudan. Et à la sortie de l'entretien, les employés s'interrogeaient sur les garanties financières, mais aussi sur les licenciements prévus dans le projet présenté par Europlasma. Alors sur les emplois, on en a parlé aussi, on n'arrive pas trop à comprendre sa façon de voir les choses. Parce qu'ils veulent en supprimer 45 pour en reprendre 70-80 dans 1 an et demi. On ne comprend pas trop l'utilité. Il était fermé en début de discussion et au bout des 3 heures, il a compris un peu nos arguments. Donc voilà, c'est une nouvelle période complète pour la fonderie. Ouais. Après, de ce qu'on comprend, le dirigeant sera le même, ce sera M. Dupont qui va rester à la tête de l'entreprise. Donc ça, on verra. On en parle aux salariés là à l'instant, ça n'a pas l'air de trop faire l'unanimité, parce que M. Dupont nous a fait vivre tellement d'ascenseurs émotionnels depuis 2 ans que voilà, c'est un peu compliqué. Et la justice donne une nouvelle fois raison aux associations écologistes vis-à-vis des algues vertes. Le tribunal administratif de Rennes a reconnu ce jeudi que les mesures mises en place par le préfet de région Bretagne étaient, je cite, insuffisantes pour lutter contre les échouages d'algues vertes. Conséquence, le préfet devra prendre toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écologique et mettre en place des outils de contrôle sous 10 mois. Il a également dû régler 5 000 € à l'association Eau et Rivières de Bretagne au titre du préjudice moral. Et puis vous le saviez peut-être, depuis 2019, il est interdit d'enterrer son animal chez soi. Pour accompagner les familles endeuillées, à Milzac, Michael Postec et Alain Baudry ont créé Crémalis, le premier crématorium pour animaux du Finistère. On écoute le reportage d'Enora Lenôtre. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez sortir et venir me rejoindre. Violaine et Jean-Christophe se recueillent devant leur chien Islande. À sa mort, ils l'ont amené au crématorium pour animaux de Milizac pour qu'il soit incinéré. Nous sommes très proches de nos animaux et le fait d'avoir cet établissement chez nous, puisque nous sommes des locaux, c'était l'idéal pour aller jusqu'au bout avec notre animal. Ouvert depuis septembre 2024, Crémalis est le premier crématorium pour animaux du Finistère. À sa tête, 2 amis, Michael Postec et Alain Baudry. C'est à la mort de leurs animaux qu'ils ont découvert que le crématorium le plus proche se trouvait à Josselin, dans le Morbihan. Ils ont alors souhaité créer un service de proximité et surtout accompagner les familles pour faciliter leur deuil. C'est quelque chose qu'on fait vraiment avec le cœur. Nous, on a décidé vraiment d'ouvrir ce crématorium pour accompagner les familles. C'est vraiment notre objectif principal. C'est de prendre le temps de discuter avec les familles, parce qu'on se rend compte aussi que les familles, quand elles viennent chez nous, il y a une sorte d'apaisement pour elles. Et c'est très important d'avoir une personne en face d'elle qui puisse trouver les bons mots. Il est possible de déposer son animal directement au crématorium ou chez un vétérinaire qui travaille avec Crémalis. Comptez entre 149 et 315 € pour une incinération. On vous en parlait hier, les élèves du lycée Diwan de Carhaix sont mobilisés depuis le début de semaine afin d'obtenir de meilleures conditions pour étudier. La mise à disposition de 2 salles a été évoquée hier durant un conseil d'administration exceptionnel, mais les élèves maintiennent la pression en attente de promesses concrètes. On les écoute au micro de Jean-Noël Potin. C'est une solution d'urgence, mais qui n'est pas vraiment possible, et on pense aussi que c'est des promesses qui ne vont pas forcément être tenues, et on a peur aussi de ça. En fait, ils voulaient attendre le 3 avril pour avoir des réponses claires. Mais nous, on ne peut pas attendre le 3 avril, c'est beaucoup trop tard. C'est des politiciens, j'ai l'impression qu'on a essayé un peu de nous endormir en nous promettant des belles paroles.
On part à présent à la découverte d'une discipline à la frontière de la boxe, de la lutte et des arts martiaux, le MMA. Ce sport autorisé en France depuis 2020, après 25 ans d'interdiction, gagne en popularité. Notre journaliste Romain Hayard a chaussé ses gants pour tester une séance à Brest. Ça me permet de me défouler, d'extérioriser et puis ça fait du bien, je trouve. Premier cours, c'était un petit peu compliqué, mais on s'y fait assez rapidement et finalement ça s'est bien passé. Ouais. Avec le Télégramme, on a remarqué qu'à Brest, il y avait plus de salles de MMA, plus de cours et plus de gens qui s'inscrivaient aussi. Donc aujourd'hui, on a décidé de mettre les gants et puis tester une petite séance. Donc du coup, tu t'appelles Arthur. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le MMA ? Alors le MMA, c'est une synthèse de plusieurs arts martiaux. En gros, ça regroupe vraiment les 3 dimensions qui sont striking, donc le pied-point debout, la boxe, la lutte, emmener l'autre au sol, et le jujitsu, donc l'art de soumettre l'adversaire au sol, de le contrôler. Alors là, on vient juste de terminer l'entraînement, donc là, on est bien chaud. Mais très technique par contre, c'est pas que se dépenser, là c'était vraiment apprendre les coups, savoir bien doser les coups de poing, faire les esquives. L'autre il est plutôt rapide, faut s'adapter ses esquives. Pour m'adapter au maximum, c'est de rester debout. Ou alors avoir l'avantage en tout cas sur la position. Et voilà. Franchement, j'ai appris plein de trucs, c'était hyper utile et ce qui me marque à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment un très bon esprit, un esprit de camaraderie. Il y a très peu d'animosité lors des combats et finalement, voilà, la séance se termine, on se salue, tout le monde a l'air très content d'avoir combattu ensemble, voilà, et toujours dans le respect mutuel, donc une très bonne expérience. C'est tout pour cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne soirée.